Droit d'écoute, un podcast sur des sujets de société pour donner la parole à vous qui les vivez. Alors on en vient justement à la troisième partie qui sera pas que sur les jeux vidéo, mais sur le lien entre écran et troubles du comportement, qui ont fortement augmenté, comme ont augmenté les troubles du langage et les troubles de l'attention. Alors, parlez-nous de ces troubles du comportement que vous voyez dans les cours d'école. Donnez-nous des exemples déjà. Alors, un exemple, par exemple, c'est un enfant qui est constamment, enfin depuis, je pense, son plus jeune âge, devant des clips vidéo de rappeurs qui ont des gestes très vulgaires, très grossiers, qui sont en scène avec des filles à moitié dénudées. Voilà. Cet enfant-là, il est en maternelle, il a des troubles massifs du comportement, des gestes tout à fait inappropriés, des propos tout à fait vulgaires. Il est brutal avec les autres. Il n'a il n'a pas du tout compris le rapport adulte-enfant, et il ne respecte pas son enseignant, son ATSEM. Il est capable de mettre une main aux fesses de l'ATSEM. Voilà. Donc est-ce que Catherine Vidal, on pourrait pas dire au fond peut-être que cet enfant vit dans un milieu où les parents n'ont pas un holding ou une capacité de contenir l'enfant de façon adéquate, ont eux-mêmes des réponses brusques et ont par ailleurs finalement peu de représentation de ce qui convient à un enfant comme simulation, et vont c'est-à-dire que est-ce on pourrait, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais pas rabattre ça sur des explications classiques qui tiennent évidemment au milieu familial. Alors évidemment, le milieu familial est assez démuni quant à l'éducation des enfants, sans trop de repères de ce qu'on peut montrer à un enfant en bas âge, voilà. Mais je pense... Ma question, en fait, Catherine, c'est est-ce que ces enfants agressifs qui tapent à 3 ans, qui mordent, etc., est-ce que ça vous est arrivé de voir ce type d'enfant avec des parents qui avaient un maternage adapté, une façon de tenir l'enfant, de le porter, de lui parler relativement adaptée, en tout cas en les observant, mais qui par ailleurs étaient exposés à des contenus inadaptés? Oui, parce que les écrans donnent un modèle dans les relations. Alors ça, c'est l'exemple de ce petit garçon, c'est assez extrême. Mais je vois aussi des filles qui ont un comportement de jeune ado alors qu'elles sont en grande section. Elles ont 5 ans. Elles parlent à leur maman comme si c'était leur copine, en leur disant, quand la maman dit quelque chose, elle dit « Ah mais n'importe quoi !» Et la première fois que j'ai vu ça, j'étais assez interloquée. Ensuite, je me suis rendu compte que la petite fille passait des heures et des heures à regarder sur sa tablette des youtubeuses, alors des petites filles comme elle, de 6-7 ans, qui parlaient de leur vie, qui se maquillaient, qui racontaient des trucs, et qui avaient une espèce de comportement d'adolescente, alors qu'elles en avaient 6, 7, 8 ans. Et ces petites filles, elles adoptent les mimiques, la manière de parler, la manière de pseudo-ado qu'elles voient dans les vidéos. Et les parents ne comprennent pas d'où ça vient. Et la dernière fois, quand j'ai rencontré une petite fille qui commençait comme ça à mal parler à sa maman, sa mère me dit, voilà comment elle me parle. Et je lui dis, mais est-ce qu'elle ne regarde pas des petites vidéos sur YouTube, des youtubeuses, des enfants qui... Ah, si. Voilà. Et les parents ne font pas toujours le lien. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement,
on voit comme ça des troubles du comportement dans des milieux où les parents ont une éducation assez cohérente, assez structurée, et là, les écrans avec des contenus inadaptés, hypersexualisés ou violents vont modeler le comportement de l'enfant à l'insu des parents. Exactement. Parce que l'enfant va s'identifier à ses enfants et va prendre leur manière de parler. Et puis évidemment, tout est fait, enfin dans ces petites vidéos, tout est fait pour un peu scandaliser, pour faire de l'audimat. Donc, alors là, vous parlez d'un phénomène effectivement où l'enfant comme ça intègre la sphère sociale très tôt sur des petites vidéos, alors même que ma connaissance des réseaux sociaux c'est à partir de 13 ans, mais voilà. Mais ce que j'ai pu observer moi récemment en mettant un compte TikTok sur mon portable pour essayer de comprendre, j'ai vu surtout aussi des parents, des adultes plutôt, qui miment des ados, c'est des parents des adultes qui racontent leur vie en quelques scénettes, qui dansent, etc., mais sur un mode complètement puéril, souvent obscène. Alors, je me suis dit, mais effectivement, à ce moment-là, que peut-on faire quand les choses sont inversées à ce point-là ? Mais la différence entre les générations est très très floue dans certaines familles. Les parents ont du mal à être des parents, à dire non, à avoir à limiter les enfants. Ils ont envie de rester des adolescents, continuer à avoir une vie un peu libre. Enfin bon, tout le monde a envie de liberté, mais je veux dire que les écrans, ça influence parents et enfants. Ça influence tout le monde. Et cette vulgarité qu'il y a un peu partout banalise la vulgarité, banalise des comportements agressifs. L'enfant qui regarde la télévision, il voit combien de meurtres, combien de viols, combien de scènes extrêmement violentes. Oui, ou simplement de manière assez vulgaire et agressive de parler, si je pense des aux émissions de télé-réalité, des choses comme ça. Bien sûr. Alors là, du coup, on aboutit finalement à quelque chose de beaucoup plus complexe et inquiétant, parce que tout à l'heure, on parlait de l'éducation des enfants aux écrans, limiter les usages, mais comment éduquer des parents à ça ? Là, vous me dites finalement que les premiers à éduquer, ce seraient les parents. Les premiers à éduquer, ce sont bien sûr mais les comment parents. faire alors ? Comment faire ? Comment vous faites, vous, psychologue, quand vous voyez des enfants qui arrivent avec accès à des contenus inadaptés, mais qui finalement miment ce que font leurs parents ? Alors, je parle avec les parents, je les informe sur ce que ça fait sur leur enfant. Je fais le lien entre donc l'usage qu'il a de YouTube, par exemple, et puis son comportement, parce que les parents, quelquefois, n'ont pas fait le lien, n'ont pas compris. Donc, je fais des rendez-vous réguliers. Je préconise toujours la réduction des écrans. Donc, je me sers de la méthode des 4 pages et j'ai fait un document aussi pour expliquer un petit peu chaque chose. Pourquoi on préconise pas d'écran le matin. Enfin bon, donc j'explique aussi ce que l'on peut faire à la place. Donc, je donne des tas d'exemples de jeux, enfin bon. Donc finalement, c'est une éducation à être parent aussi que vous donnez. C'est une espèce de guidance parentale, oui. Et ça passe relativement bien. Et pourquoi finalement ça passe ? Peut-être parce que ce souci d'être un bon parent est au fond de chaque adulte, même à ceux qui rêvent encore de rester adolescents ou... Ah, mais parce que les parents veulent être des bons parents. Et ils veulent aussi faire très plaisir à leur enfant, ce qui quelquefois se retourne contre eux, parce que être parent, c'est pas toujours faire plaisir à leur enfant. Enfin, oui, à l'enfant. Il faut aussi pouvoir le frustrer de certains plaisirs, dire non, et puis tenir bon.
Ne pas dire non une fois et puis dire oui 3 minutes après. Donc c'est un métier très difficile d'être parent. Et donc et peut-être plus encore aujourd'hui dans une société où l'addiction devient presque une valeur. Hein. C'est toujours plus, c'est ce qui est vanté par les écrans, par les publicités, une satisfaction immédiate. Se faire plaisir, c'est dans tout le monde. Donc finalement, c'est un discours à contre-courant du message délivré en continu par les écrans, par la publicité en tout cas. Oui. Absolument. Ah oui, non, mais moi je suis. Et alors, vous n'êtes pas fait parfois traiter de vieille. De vieille sorcière. Mais il y a mon collègue qui suit un enfant et en séance, l'enfant lui a dit ah, tu sais, la dame à côté de l'école, parce que mon bureau est un petit peu à l'extérieur de l'école, la dame à côté de l'école, oui, elle a dit pas de tablette, alors j'ai plus la tablette, mais tu sais, la télévision, elle marche toujours. Donc, alors c'est vrai que certains enfants, au début, se mettent à dire dans mon bureau, quand ils m'entendent énoncer la réduction du temps et tout ça, ah non, pas ça, je veux pas. Donc les parents, un peu choqués, repartent avec ma petite liste. Et puis je les revois un mois plus tard. Alors cette liste, on peut l'obtenir comment? Est-ce qu'elle est sur un des sites du collectif Cause, sur Exposition Écran, sur le site sabineduflo.fr? Non, elle n'y est pas encore? Pas encore. Alors elle y sera dès la fin en fait, voilà. Ça pourrait venir. Voilà, de cette interview. Oui. Et donc, mais quand je les revois un mois plus tard, et c'est pour ça que je continue malgré tout à jouer le mauvais rôle peut-être. C'est qu'en fait, les parents me disent, quand ils ont essayé, parce que moi, je leur dis, vous essayez de faire ce que vous pouvez, le maximum. Je sais que c'est très, très difficile, mais voilà, je leur dis, essayez, et puis on se revoit dans un mois, et puis on verra ce que vous avez réussi à faire ou pas. Ils reviennent, et là, ils me disent, voilà, on a fait ci, on a fait ça. Quand ils ont réussi à réduire le temps d'exposition, enlever les jeux les plus violents, inadaptés à l'âge de l'enfant. Mais les progrès de leur enfant leur font tellement plaisir. Et ce que dit l'enseignant leur fait tellement plaisir aussi quand l'enseignant leur dit « Ah ben ça va beaucoup mieux ». Il est plus concentré. Il a fait des progrès en lecture ou en maths. Mais ça leur fait tellement plaisir parce qu'ils ne demandent que ça, qu'ils continuent en fait. Et les enfants sont plus calmes. Et les enfants disent oui, ça va mieux. J'ai fait un jeu avec papa et maman, un jeu de société. On est allé se promener. Et les enfants, en fait, sont en demande d'interaction avec leurs parents et ils sont heureux comme ça. D'accord. Donc en fait, vous expliquez ce que je raconte aussi sous d'autres mots en disant que au cercle vicieux se met en place une boucle vertueuse, c'est-à-dire que à la cascade d'effets négatifs, retard de langage, agitation, trouble de l'attention, succède un ensemble d'éléments positifs, de comportements positifs chez l'enfant qui est plus posé, moins chahuteur, en demande de relation, plus dans l'échange, qui vont du coup stimuler le parent dans sa fonction parentale et le pousser à continuer sur cette voie-là. Oui, et lui donner en fait une feuille de route. Et en plus, moi j'assume le rôle de celui qui dit là non, ça c'est pas possible, c'est pas adapté à l'enfant et tout ça. Et j'assume ce rôle. Donc il y a beaucoup de parents par exemple qui disent ah, tu vois, hein, c'est Madame Vidal qui a dit ça. Hein, c'est Madame Vidal qui dit qu'il faut pas prendre la tablette. Et moi, ça m'est complètement égal de jouer ce rôle. Et au contraire, ça leur permet de garder cette image de bons parents. Mais en tout cas, ils s'appuient là-dessus pour sevrer leur enfant d'objets qui sont tout à fait néfastes pour le développement. D'accord, donc on arrive à la fin de cet entretien. J'ai l'habitude de terminer ces entretiens en posant une question assez simple. Si vous aviez 3 souhaits
pour les enfants et les adolescents, on va dire les enfants, puisque c'est surtout le créneau dont vous vous occupez, pour les années à venir, ce serait quoi ? Alors, ce serait d'abord que tous les parents qui vont avoir un bébé soient bien informés du danger des écrans, parce que je pense qu'il y a énormément de familles qui ne le savent pas. Donc déjà... donc une information finalement dès la grossesse. Dès la grossesse, lors des cours de préparation à la naissance, par exemple, ça pourrait être 1 ou 2 séances où il y aurait une véritable information de ce qu'est le développement du bébé. Parce que je pense que moi je dis souvent aux familles, vous savez, votre enfant, il vous a été livré sans notice explicative. Donc c'est un métier difficile et je sais que les parents font ce qu'ils peuvent et dans une société qui les pousse à acheter tous ces objets. Voilà. Donc déjà une bonne information dès qu'ils ont le bébé pour savoir comment le bébé se développe, comment il apprend à parler, comment il va devenir intelligent, comment il va pouvoir être au top pour aborder l'école, parce que l'école c'est très exigeant. Donc voilà, qu'on leur explique le développement du bébé, ça ce serait déjà pour moi une grande avancée. Donc au cours de préparation à la maternité, dans les crèches, chez les pédiatres, les médecins, enfin voilà, que ce soit une information qui soit vraiment relayée. Donc que cette question-là, celle du numérique et de ses effets potentiellement toxiques sur les petits, soit prise au sérieux par le gouvernement, par le ministère de la Santé. Oui. Alors, deuxième ou bien c'est dans la même chose, c'est-à-dire aussi des informations régulières à la télévision, puisque c'est comme on peut le faire pour lutter contre l'alcoolisme ou le Covid. tabac ou le Covid. Hein? Tout à fait. Voilà, on pourrait alterner les gestes barrières et une information pour les écrans. Tout à fait. Voilà, ce serait bien. C'est tout à fait sur deux. Mais ça me ferait plaisir en tout cas, et je pense que ça donnerait de bonnes choses. Et troisième souhait. Troisième souhait, ce serait de ne pas voir arriver dans toutes les écoles des tablettes et des ordinateurs en se disant que ça va venir à bout de l'échec scolaire, la fracture numérique, voilà. Que l'école reste un lieu préservé, vraiment adapté à l'âge et au développement de l'enfant. Et aux besoins. Et aux besoins de l'enfant, oui. Merci Catherine Vidal. Merci beaucoup pour cet entretien et à bientôt pour un prochaine interview. Merci.